Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est dédiée à Bloodhunt. Et aujourd'hui on va vous parler d'un scénariste que l'on adore chez Excalibur Comics, c'est Jed MacKay. Puisque c'est lui qui chapeaute Bloodhunt, le nouveau event Marvel qui va sortir chez Panini Comics. Un event dans lequel les Avengers vont combattre des vampires. Parce que les vampires ils aiment pas sucer que des glaçons apparemment, ils aiment bien sucer aussi le sang des super-héros. Peut-être autre chose aussi mais ça, générique. Vous le savez, chez Excalibur Comics, Jed MacKay c'est un scénariste que l'on adore. Dès qu'on peut en placer une sur lui, on le fait. À la moindre occasion, c'est parti, Excalibur Comics à pleine balle sur Jed MacKay. Vraiment un scénariste qu'on adore, et à l'occasion de la sortie de Bloodhunt chez Panini, le nouvel event Marvel, on s'est dit que c'était la bonne occasion en fait de revenir sur la carrière de Jed MacKay, son style, et pourquoi est-ce que c'est un scénariste finalement très intéressant à suivre, et pourquoi Bloodhunt est un peu le paroxysme en fait de son style et de sa narration, et une consécration pour lui chez Marvel dans sa carrière de scénariste. Donc on va revenir un petit peu en détail là-dessus, mais avant ça évidemment un petit retour sur la carrière de Jed MacKay. Vous ne le connaissez peut-être pas forcément, et c'est normal parce que c'est finalement un scénariste assez récent. Jed MacKay il a commencé il y a quelques années de ça, comme n'importe quel scénariste Marvel en fait, quand il débute, avec des récits assez anecdotiques. Un récit par-ci dans une anthologie, une participation à Spider-Geddon, une suite sur le Spider-Verse, vraiment des petits trucs éparpillés un peu à droite à gauche, sans forcément de fil conducteur, juste pour se faire la main, et finalement que Marvel voit un peu le talent de ce scénariste. La carrière de Jed MacKay, finalement, elle explose réellement au moment où Marvel relance une série sur Black Cat. C'est une série qui date maintenant d'il y a quelques années, qui est sortie en 100%, il y a le tome juste derrière moi. Bon, on va pas se mentir, c'est pas grâce à Jed MacKay que les premiers numéros ils vont cartonner. Non, c'est parce que Marvel a eu la brillante idée, ironie inside, de faire appel à J. Scott Campbell pour réaliser des couvertures variantes. Et quand J. Scott Campbell fait une couverture variante, ça se vend comme des petits pains. Donc forcément, Marvel s'en est servi pour promouvoir à pleine balle cette série, parce qu'ils n'avaient pas spécialement confiance dans le talent de scénariste de Jed MacKay, apparemment. Grave erreur. Et donc Jed MacKay, il va se faire la main en fait là-dessus. Alors au début ça va être une mini-série en 5 épisodes, puis après ça va être une autre mini-série, puis encore une autre mini-série, en fait c'est un bordel pas possible, que Panini a eu la bonne idée de réunir en 5 tomes. Tome 1 à 5, vous suivez l'histoire complète de Black Cat par Jed MacKay, même s'il manque un arc qui est inédit en VF, mais qui est pas franchement indispensable, donc c'est pas très grave. C'est vraiment le moment où la carrière de Jed MacKay explose, les ventes de la série Black Cat explosent grâce aux couvertures de J. Scott Campbell, mais les gens qui vont s'accrocher sur la série vont aussi découvrir tout le talent de scénariste de Jed MacKay. Un dialoguiste hors pair, qui a un thème central riche, qu'il arrive à développer jusqu'au bout, et avec une superbe écriture du personnage de Felicia Hardy. Mais on revient là-dessus juste après. Alors désormais, Jed MacKay, il s'occupe de Moon Knight, il s'occupe surtout de la série Avengers et de la série principale X-Men, enfin d'une des 3 séries principales X-Men, on reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Jed MacKay, c'est un scénariste phare à l'heure actuelle, et c'est évidemment pour ça que Bloodhunt lui a été confié. Vraiment, nous, dans l'équipe Excalibur, on l'a découvert avec Moon Knight. Parce que c'est avec Moon Knight qu'on a découvert vraiment son talent de scénariste et de dialoguiste. Et c'est pas vraiment avec Avengers qu'on va se rendre compte de son grand talent, parce que c'est pas sa série la plus intéressante, il faut bien le dire. Mais là encore, on va revenir dessus au fil de cette vidéo. Et donc à l'occasion de la sortie de Bloodhunt en France, on s'est dit que c'était vraiment le meilleur moment pour revenir sur la carrière de Jed MacKay. Oui, c'est un scénariste assez jeune, assez frais dans le domaine, mais il est aussi très intéressant, parce qu'il représente vraiment une évolution du comics. Il reprend plein d'aspects modernes du comics, typique de Brian Michael Bendis et mis en place par Brian Michael Bendis, mais il reprend aussi plein d'aspects assez historiques venant de scénaristes comme Roger Stern ou David Michelinie. Donc c'est vraiment intéressant de vous expliquer ça, et comment est-ce que Bloodhunt cristallise tous ces trucs-là, et en quoi Bloodhunt est un récit vraiment très intéressant dans ces thématiques. Sans aucun spoiler, évidemment, ne vous inquiétez pas. Ça nous paraît vraiment indispensable de revenir sur la carrière de Jed MacKay, et pourquoi est-ce qu'il est un scénariste incontournable à l'heure actuelle, qui va certainement figurer parmi les grands du métier plus tard. On va donc revenir en 3 points sur la carrière de Jed MacKay, tout d'abord avec son sens du dialogue aiguisé, ensuite sur son thème de prédilection, c'est-à-dire tuer le père, et en 3e, comment le groupe agit comme un élévateur du personnage principal de chaque série de Jed MacKay. Donc tout d'abord, son sens du dialogue aiguisé, parce que très clairement, lorsqu'on lit un récit de Jed MacKay, c'est la première chose qui frappe, ces dialogues sont percutants, c'est le cas de le dire. C'est aiguisé, c'est hyper bien ficelé, ça se déroule tout seul, et ça permet d'en apprendre plein sur les personnages. Chacune de ces séries regorge vraiment de dialogues qui sont ciselés, impeccables. Chaque fois qu'un personnage s'exprime, c'est clair, on arrive à comprendre la personnalité du personnage à travers cela, à travers les mots qu'il emploie, et donc c'est parfaitement maîtrisé. On est là-dessus sur un style très proche de Brian Michael Bendis.
parce qu'il y a notamment aussi un style très ping-pong. Vous savez, cette espèce de joute verbale en fait, où les personnages se répondent très naturellement. Mais c'est beaucoup plus naturel que Brian Michael Bendis, parce que Brian Michael Bendis, on va pas se mentir, il a un peu ce truc, ce tic, qui est devenu une espèce de parodie de lui-même à un moment donné, où les personnages se regardent comme deux ronds de flanc et font « Ah, eux, t'avais voulu dire ça? Oh bon, oh, comment ?» Donc c'est chiant, et Jed MacKay, il évite justement cet écueil. Et donc, je trouve que c'est vachement plus intéressant, ça donne des dialogues beaucoup plus naturels, et il s'inscrit là-dessus aussi dans la tradition d'un scénariste, ou d'une scénariste, comme Nick Spencer ou Kelly Thompson, qui sont très très doués pour ça, qui ont réussi en fait à dégraisser le style de Bendis pour le rendre beaucoup plus souple, beaucoup plus naturel, et du coup plus percutant, je trouve. Et ce ping-pong s'inscrit vraiment dans une évolution d'action, ce ne sont pas non plus des cases où les mêmes tronches de flanc vont être répétées pendant 9 cases par exemple, comme Peter et Mary Jane qui se regardent comme deux ronds de flanc sur un lit dans un épisode d'Ultimate Spider-Man. Non, c'est vraiment inscrit dans la composition et dans le déroulement de la trame, où les personnages sont en train d'interagir ensemble, de marcher, de bouger et d'agir en fait de manière tout à fait naturelle. Donc il y a vraiment cette correspondance entre le dessin et le texte qui marche vraiment très très bien chez Jed MacKay, et c'est hyper agréable en fait à lire, tout simplement. Il y a ce truc vraiment où les dialogues vont approfondir la psyché des personnages, nous permettre de les découvrir et d'approfondir le relationnel qu'ils entretiennent en fait avec la personne avec laquelle ils interagissent, tout bêtement. C'est un truc tout con dans le dialogue, mais ça marche pas toujours selon le dialoguiste qui est en place, ça marche pas à chaque fois, ça fonctionne pas, et parfois il y a des petits tics en fait, il y a des petites accroches. Et Jed MacKay, lui, c'est vraiment un dialoguiste hors pair, et je pense qu'avant d'être un excellent scénariste, c'est avant tout un excellent dialoguiste qui permet à ces histoires d'être portées par des personnages intéressants auxquels on s'attache très facilement. Et puis voilà, il y a ce truc chez Jed MacKay où chaque mot est pesé, chaque mot a du sens, chaque mot est important. On n'est pas dans un tunnel de dialogue façon Brian Michael Bendis, je le répète encore, mais c'est vraiment ce point de départ en fait dont se sert Jed MacKay et dans lequel il s'inscrit. Et donc on est plutôt dans un échange, une réciprocité entre les personnages et un dialogue qui est utile avec des mots qui ont du sens. Et puis surtout un dialogue qui s'adapte en fait aux personnages. Ça marche surtout très très bien dans Moon Knight, parce que vous le savez, Moon Knight c'est ce personnage qui a des multiples personnalités. Chaque personnalité a sa façon de parler, sa manière d'interagir avec les gens. Alors dans Moon Knight c'est beaucoup Mark qui va être mis en avant. Mais lorsqu'on change de personnage, la façon de dialoguer du héros va se modifier en fonction de ce qu'il veut, de ce qu'il attend de la personne à qui il entretient un dialogue. Alors c'est souvent avec Mark Spector qu'on va avoir les dialogues les plus touchants. Je me souviens notamment d'une scène sur un toit dans le premier tome de Moon Knight qui m'a absolument dévasté et qui m'a fait comprendre, c'est ce clic. Je sais pas si vous avez ce moment quand vous lisez un récit ou que vous êtes en train de regarder un film ou quelque chose, vous avez ce moment où ça clique. Tout simplement, vous avez un déclic qui se fait dans votre tête et vous vous dites « Ah ok, je vois où il veut aller ». Et là, il a réussi à m'accrocher. Et ça a exactement été ça, et c'est passé par les dialogues pour Jed MacKay. Donc clairement, MacKay, on le dit, c'est pas un scénariste qui innove. C'est un très bon scénariste, mais pas parce qu'il innove. Tout simplement parce qu'il applique parfaitement des recettes, et qu'il a compris ce qui marchait et ce qui ne marchait pas dans les recettes. Donc là, sur le dialogue de Brian Michael Bendis, il arrive parfaitement à le faire. Et dans un récit événementiel, justement, on pourrait craindre, parce qu'il y a beaucoup de personnages à gérer, qu'on soit sur une avalanche de dialogues, des tunnels pas possibles, des résumés de tout ce qui s'est passé dans toutes les différentes séries impliquées dans cet event, mais c'est pas le cas du tout. Non, vraiment Jed MacKay, il va encore une fois à l'économie, et il arrive à montrer comment le désespoir prend le contrôle en fait des personnages dans leur dialogue. Comment est-ce que le drame commence à poindre à chaque moment, et comment le doute commence à s'installer chez les Avengers, mais tous les autres héros qui sont impliqués dans cet event. Doctor Strange, Miles Morales par exemple. Vraiment, ça marche très très bien, ça fait une bonne configuration, et on s'attache à ces personnages qu'on connaît. On est habitué à ce qu'ils fassent face à des situations qui sont complexes, où ils ont des adversaires vraiment retors. Mais là, je trouve que Jed MacKay arrive à donner une tension qui marche. On sait très bien qu'ils vont gagner à la fin, évidemment. Mais c'est parce qu'on doute, à un moment donné, de leur capacité à s'entraider, à voir la lumière au bout du tunnel, que ça fonctionne pleinement. Vraiment, Blood Hunt, c'est réussi à ce niveau-là. L'ambiance crépusculaire, elle marche, et les dialogues entre les persos servent ça. Vraiment, ça fonctionne à pleine balle, et c'est très très bien maîtrisé par Jed MacKay. On va maintenant passer au deuxième point, tuer le père. C'est l'un des thèmes centraux, à mon avis, dans les récits de Jed MacKay. Si vous avez lu son Moon Knight, vous voyez à peu près où je veux aller. Dans Moon Knight, en fait, au début, Mark, a abandonné la figure de Khonshu. Khonshu, vous le savez, c'est ce dieu qui aurait sauvé Mark en lui permettant de devenir Moon Knight, un justicier au service de Khonshu qui obéit en fait aux ordres et aux consignes que lui donne Khonshu. Un peu avant le début de la série Moon Knight de Jed MacKay, en fait,
eh bien Mark a été envoyé par Khonshu pour éliminer et récupérer tous les pouvoirs des Avengers pour dominer la Terre et simplement asseoir de manière définitive l'autorité de Khonshu sur la Terre. Bon, il a complètement merdé, Mark s'est rendu compte que c'était quand même pas ouf ce qu'il avait fait, donc l'Avengers le met sous le contrôle d'une psy qui va s'occuper de lui, et avec laquelle il va avoir vraiment une relation de confidence, et on va se rendre compte que Mark est en train d'essayer de se débarrasser des influences négatives que la figure de Khonshu a pu avoir tout au cours de sa vie. Mais Khonshu reste une présence toujours là, toujours en toile de fond dans la série. Et eh bien, il y a un deuxième personnage qui va arriver pour remettre Mark dans le droit chemin. Donc en fait, deux fils de Khonshu vont s'affronter dans le tome 1 et un peu plus loin dans la série pour savoir qui est vraiment le fils digne de incarner Moon Knight, le héros de la Lune, de représenter le dieu Khonshu. Mais on sent vraiment que c'est Khonshu qui est en train d'agir là-dedans. Il a la main dans cette bagarre, un peu comme un nouvel affrontement entre Abel et Cain pour savoir qui est le vrai fils, le fils digne, le fils le plus digne de le représenter. Et en fait, il abuse simplement de son autorité. Et donc c'est vraiment un point qui est très très pertinent chez Jed MacKay et qui est très parlant dans Moon Knight. C'est aussi présent dès Black Cat, en fait, sa première grosse série. Parce que dans Black Cat, eh bien, Felicia, elle va être confrontée à son mentor, Black Fox. Black Fox, c'est un cambrioleur historique, un adversaire de Spider-Man, et Felicia a été entraînée par lui à devenir une cambrioleuse hors pair. Le problème, c'est que Black Fox, c'est aussi un manipulateur et un enfoiré de première, il faut bien le dire. Parce qu'en fait, il sert de nouveau père, de nouvelle figure parentale et paternelle à Felicia, et il va essayer de tirer de Felicia des choses qui sont vraiment à la limite. Felicia, elle essaie vraiment de construire son propre héritage, de faire son propre chemin. Mais Black Fox, au-delà d'être un cambrioleur, c'est surtout quelqu'un de profondément malsain, qui veut la manipuler pour arriver à ses fins, en lui mentant, et simplement en la modelant à son image, et tel qu'il a envie de le faire. Et c'est vraiment, encore une fois, un point saillant là-dedans, parce que Felicia va essayer de se débarrasser justement de cette influence négative que représente Black Fox dans sa vie, pour définitivement tracer sa propre route et tracer son propre chemin, comme Tonton David. Et au cours de ces 5 tomes, c'est vraiment le cheminement personnel et l'évolution et comment Felicia va réussir à se débarrasser de cet héritage malsain qu'on va voir à l'œuvre. Et c'est simplement génial parce que Felicia, c'est pas un personnage qui a toujours été très très bien développé ou très très bien mis en avant. Elle a toujours été un peu faire valoir aux côtés de Spider-Man, la petite amie de Spider-Man quand il était plus avec MJ, ce genre de truc, ou alors l'emmerdeuse dans le couple. Et donc Jed MacKay, elle va lui donner une voix à elle, une voix qui lui est propre. Et c'est hyper agréable, tout simplement parce que ça fait du bien de voir un personnage de fond de catalogue réussir à émerger en tant que personnage à part entière et qui arrive à vivre ses propres aventures avec des thèmes qui sont forts et des dialogues qui sont percutants, parce que la série Black Cat, je vous le garantis, les blagues qu'écrit Jed MacKay sont absolument à crever de rire dans Black Cat, et c'est une vraie régalade de lire ça. Donc clairement, encore une fois, Jed MacKay, c'est pas quelqu'un d'innovant, parce que ce thème, on le connaît, le truc des relations abusives, c'est quelque chose qui est mis en place depuis un petit moment dans le monde du comics. Les relations parentales abusives, Rick Remender, il le fait à foison dans tous ses récits, Jeff Lemire aussi, donc c'est pas quelque chose d'innovant. Par contre, c'est assez intéressant de le voir pour déconstruire les super-héros, et notamment appliqué à Moon Knight, parce que encore une fois, Moon Knight, lorsqu'il fonde sa mission de minuit, c'est quelque chose de complètement contradictoire avec les enseignements de Khonshu. Je vous le rappelle, Moon Knight est un héros solitaire, qui généralement n'a besoin de personne, il a juste besoin de toutes ses personnalités en place. Mais là, il va construire une mission de minuit dans laquelle il va recueillir des gens et créer un safe space en fait pour ces personnes-là, des personnes qui sont égarées, des personnes qui ont vécu des abus et qui cherchent à s'émanciper de ces abus et à prouver qu'elles peuvent exister à part entière et être leur propre personne, tout simplement. Donc c'est vraiment très intéressant là-dessus, et vraiment appliquer ce thème, je trouve, aux super-héros et à un perso comme Moon Knight ou un perso comme Black Cat, là ça marche du tonnerre de Dieu parce que c'est un angle complètement inédit sur les persos. Donc franchement ça marche très très bien. Et dans Blood Hunt, l'intérêt c'est que Jed MacKay va réussir à remettre ça aussi en place. On se dirait pas, parce que c'est juste une invasion de vampires, mais cette invasion de vampires est forcément chapeautée par quelqu'un. Et en fait, au travers de 3 personnages, je ne vous spoile pas les noms pour vous laisser la surprise totale lors de votre lecture, mais à travers 3 personnages, il va permettre d'explorer justement ces formes d'abus et comment est-ce que les figures d'autorité abusent de leur pouvoir pour profiter de gens qui sont un petit peu plus faibles ou en situation de fragilité, et les mettre en conflit, ou simplement montrer comment est-ce qu'un personnage va se débarrasser définitivement d'une influence qu'il a toujours trouvée comme étant pourrie et négative dans sa vie. Donc ça marche vraiment très très bien. Et en plus de ça, Jed MacKay, il arrive à relier Blood Hunt à son run sur Moon Knight. Donc je vous conseille très fortement, si vous suivez la vengeance de Moon Knight, de ne pas louper Blood Hunt, parce que les deux séries sont vraiment en parallèle et en fusion à plein de niveaux, et encore une fois c'est juste assez fou comme Jed MacKay arrive à combiner et à
emboîter les thématiques de ces deux séries. Ça marche vraiment très très bien. Quand j'ai eu la lecture, j'ai vraiment été très surpris par cet aspect-là. Et ça montre à quel point Moon Knight est une série majeure, à quel point Moon Knight est devenu un perso majeur. Parce que je vous le garantis, dans Blood Hunt, il a une très très grosse importance. Et donc, ne le ratez surtout pas si vous lisez le Moon Knight de Jen Mackey. Vous risquez de passer à côté de certains éléments scénaristiques qui sont assez intéressants et assez importants pour le développement du Moon Knight de Jen Mackey. Et enfin, la troisième partie, c'est comment le groupe agit comme un élévateur du personnage principal. Alors j'en ai déjà un petit peu parlé, mais notamment dans Moon Knight, ça marche vachement bien. Parce que dans Moon Knight, je vous l'ai expliqué, Mark crée une mission de minuit qui va lui permettre de sortir de ce rôle de solitaire éternel, de mec un petit peu dans sa bulle, qui broie du noir tout seul et agit pour Khonshu. Là, il est vraiment très différent, dans une osmose très différente avec les personnages avec lesquels il va interagir. Ça va être le cas avec Tigra, mais ça va être le cas avec tous les persos secondaires que Jen Mackey va créer à côté. Par exemple Soldat, qui est un personnage hyper touchant et avec lequel Mark va développer une relation de frère ou peut-être de figure paternelle finalement que Soldat n'a jamais eu. Et donc c'est vraiment très intéressant, ça marche très très bien. Bon, vous allez me dire, sur Avengers, c'est un peu bizarre. L'Avengers, il n'y a pas de personnage principal, c'est un groupe. Alors, au début, si, parce que le premier arc est vraiment centré sur Carol. C'est Carol qui devient la nouvelle leader en fait des Avengers, et on voit comment est-ce que Carol va se servir de ce rôle de leader et de ce groupe pour devenir un personnage plus fort, qui a plus de confiance en elle, parce que c'est un des gros problèmes de Carol, c'est qu'elle souffre d'un énorme manque de confiance en elle, alors même qu'elle sauve la galaxie à de nombreuses reprises. Elle est complètement dévastée et dépossédée d'à peu près toutes ses capacités lorsqu'elle doit agir face à certaines situations. Et là, la montrer en tant que leader des Avengers, notamment lors d'un échange avec Tony, c'est hyper intéressant. Ça la montre sous un nouvel angle en fait, et ça montre à quel point le groupe peut agir pour elle aussi comme un révélateur en fait, un révélateur d'un nouvel aspect de sa personnalité, et la mettre en lead alors qu'elle ne pensait jamais être capable de faire ça. Donc là, avec les Avengers, Jen Mackey lui donne un nouveau rôle, et surtout, il la met pas en position de faiblesse à chaque fois. Il montre bien que Carol est un personnage surpuissant, l'un des persos les plus puissants dans l'univers Marvel, mais il montre que cette puissance, elle sert à quelque chose et qu'elle peut l'employer pour devenir vraiment une figure positive, d'autorité, à un moment donné, dans un groupe. Lorsque le groupe aura besoin d'elle, elle sera là pour répondre présente, et elle pourra coordonner les tactiques et les stratégies à mettre en place pour affronter les adversaires. Mais, passé le premier arc, ça fonctionne plus tellement, parce que Carol n'est plus au centre des choses, et on se dit qu'il y a quelque chose qui est en train de déconner dans le run de Jen Mackey. On a l'impression qu'elle est en train d'écrire vraiment une série bas de gamme, assez basique, avec de l'action et des trucs qui marchent, c'est clair, le dialogue est toujours là, c'est toujours percutant à ce niveau-là, ça marche bien. Mais on a l'impression d'avoir un petit peu perdu ce qui faisait le sel dans son premier arc, et puis d'avoir perdu tout simplement Jen Mackey en tant que scénariste. Mais on peut aussi réfléchir sous un autre angle de vue dans sa série Avengers. Bon, là je vais être obligé de vous spoiler un petit peu. Dans le premier arc, on va découvrir un nouveau groupe d'ennemis qui habitent dans la ville impossible, une sorte de vaisseau qui plane en fait au-dessus de la Terre, et T'Challa et Sam Wilson vont se rendre compte que cette ville a une capacité de réflexion, a une personnalité tout simplement, et qu'elle essaye depuis des années d'échapper au contrôle de ce groupe d'ennemis, et qu'elle aimerait bien être autre chose. Et donc si on se met à réfléchir à ce moment-là différemment sur l'un des Avengers, ça prend une toute autre direction. Parce qu'on peut se dire que la ville impossible est finalement le personnage principal, et en fait on s'en rend compte au fur et à mesure de certains épisodes, c'est vraiment le narrateur de la série, ou la narratrice en l'occurrence, et en fait elle essaye d'échapper à une figure d'autorité abusive, et elle va se servir des Avengers, un groupe positif, pour devenir autre chose. Pour être une révélation en fait à elle-même, tout simplement, se transfigurer. Oui, j'utilise des termes savants, je sais, vous n'avez pas l'habitude, vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps, vous nous connaissez. Mais voilà, c'est vraiment intéressant, je pense que si on essaie de renverser la perspective, ça donne une nouvelle grille d'analyse aux Avengers, et ça donne un nouvel angle d'attaque sur la série. Ça n'empêche pas d'avoir des défauts. C'est pour moi pas le taf le plus réussi de Jen Mackey. Mais je trouve que ça mérite quand même qu'on s'attarde dessus pour essayer de réfléchir à cet angle de vue, avec cette ville impossible qui serait finalement devenue le personnage principal. Carol aurait transmis en fait son flambeau, parce qu'au passé le premier arc, elle a acquis cette stature et cette position de leader, et elle transmet le flambeau finalement à un autre personnage qui en a besoin, qui a besoin de s'échapper d'un contrôle et de devenir autre chose. Et je trouve que c'est assez intéressant, mine de rien, si on réfléchit de cet angle-là. Alors évidemment, dans un récit événement comme Blood Hunt, vous vous en doutez, le groupe est très important, parce que c'est grâce au groupe que tout le monde va pouvoir gagner et foutre sur la gueule aux vampires, et aller au banquet. Non, ça c'est dans Astérix. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Blood Hunt, il arrive quand même à s'inscrire dans les thèmes aussi, et dans ce thème-là de Jen Mackey. Parce que on a des personnages qui sont habituellement des solitaires, et qui vont ici venir aider le groupe
et devenir encore une fois, ou en tout cas accéder à un autre rôle que celui auquel ils étaient habitués auparavant. Encore une fois, je vais pas vous spoiler les identités de ces personnages-là, ce sera à vous de les découvrir au moment de la lecture, sinon ce serait pas drôle, évidemment. Mais ça fonctionne bien. Parce que, encore une fois, même s'il n'y a pas de personnage principal dans Bloodhunt, parce que finalement, c'est l'ensemble des héros qui sont les personnages principaux de cette aventure, et ben il y a quelques persos qui surnagent comme ça, et qui vont accéder à un autre statut. Et puis Bloodhunt, du coup, ça peut être intéressant parce qu'on a l'impression, en tout cas, que cet event, pour une fois, va avoir des conséquences un petit peu durables dans l'univers Marvel. Faut quand même le dire, ça fait très très longtemps que les events Marvel n'ont plus vraiment de conséquences ni d'enjeux, en fait, à un moment donné. Et là, Bloodhunt semble un petit peu changer la donne. Donc là-dessus, c'est quand même très intéressant et très sympa à lire. Et du coup, ça s'inscrit en fait parfaitement dans les thèmes principaux que Jed MacKay développe. Bloodhunt, très très clairement, c'est une consécration pour Jed MacKay en tant que scénariste. Parce qu'on lui confie un event, c'est pas rien lorsqu'on est scénariste chez Marvel, que de se voir confier cette tâche-là. C'est une tâche très importante, parce que gérer un event, ça veut aussi dire gérer des tie-in à côté. Donc avoir une structure scénaristique très très calibrée et qui fonctionne bien. Et Bloodhunt est vraiment réussi à ce niveau-là, parce que certains des tie-ins, c'est Jed MacKay qui a continué à les gérer, par exemple les Avengers, par exemple sur Doctor Strange. D'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, ce run sur Doctor Strange va enfin se poursuivre en VF avec la sortie du Deluxe Strange en 2025. Ne passez surtout pas à côté, c'est de la bombe. Vraiment, vous allez découvrir très certainement les tie-in Bloodhunt de Doctor Strange. Vous allez vous prendre une claque dans la gueule sacrément méchante, vous allez avoir envie de tout lire après, et c'est bien normal, parce que c'est excellent. Parenthèse refermée. Mais Bloodhunt, vraiment, c'est très très bien géré de A à Z, que ce soit dans les tie-in ou dans le récit principal. Pour une fois qu'un event fonctionne très très bien à tous ces échelons, il faut vraiment, vraiment, vraiment pas le rater. Je vous encourage à aller dessus, même si évidemment, vous pouvez n'avoir qu'une première lecture et qu'un niveau de lecture tout basique, avec juste un récit d'action qui vous prend au trip. Et en fait, ça suffit tout simplement, vous n'avez pas besoin de vous percher la tête comme moi, ou de vous masturber intellectuellement. Kiffez le récit, et il fonctionne parfaitement, parce que les personnages sont super bien écrits, les dialogues sont ouf, les dessins de Pepe Larraz, ils vous tabassent la gueule, c'est une dinguerie, et puis les thèmes qui sont au cœur du récit, ils marchent quand même vraiment bien, et ils portent bien le récit. Donc voilà, ne ratez surtout pas Bloodhunt. On vous encourage vivement à découvrir ce scénariste au-delà de ce que vous pouvez connaître de lui, et si vous ne le connaissez pas, on espère vous avoir donné envie de le découvrir. Donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Jed MacKay, c'est vraiment un scénariste qui nous tient à cœur, vous l'avez compris. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de lui. Si vous trouvez que c'est un tâcheron pas possible, dites-le, faites-le. De toute façon, c'est un espace de libre expression. Et puis il faut commenter, c'est bon pour le référencement, et ça nous fait plaisir. Puis comme ça, on peut vous dire que vous avez tort, et ça nous fait plaisir aussi. N'hésitez pas à venir aussi sur excaliburcomics.fr pour passer une commande, recevoir la légendaire brique Excalibur. En attendant, on se dit à très très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao! Chacune de ces séries, c'était magique. Chagu Chagu Chabit